Je rencontre un gars qui est vraiment sympathique. Ce gars-là, dans la vie, gère une business d'1,4 million. Je dis « Hey, allô, comment ça va un matin? » Il dit « Ça va bien, mais hier, j'ai fait un rêve bizarre. » J'ai dit « OK, à quoi t'as rêvé? » Il dit « Ben, j'avais 1,4 million pour moi tout seul. Puis je me disais, c'est pas assez, ça m'en prend plus. Vraiment, beaucoup plus. » J'étais mal à l'aise. J'y ai souhaité bonne journée. Puis je suis retournée travailler en me disant que j'étais vraiment contente de ne pas être psychanalyste. Ce qui est fascinant avec la soif de pouvoir, c'est que j'ai l'impression que parfois, une fois que cette soif-là est satisfaite, il en apparaît une autre, puis une autre, et une autre, et encore une autre, et comme ça, jusqu'à l'infini. Lorraine, on est dans le décor de cet extrait de Richard III que tu mets en scène. Un Richard III en accéléré, avec du théâtre d'objets. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de sauter dans cette aventure-là? Parce que c'est fou, c'est à peu près infaisable. C'est un problème, c'est un gros problème. J'adore les problèmes. Et c'est avec La Tralée, un groupe que j'aime beaucoup, qui font déjà du théâtre de marionnettes et d'objets. Et j'ai déjà joué Richard III avec Jacques Leblanc, qu'on avait adapté. Donc, j'avais déjà fait le travail de digestion là, de l'histoire. Et avec La Tralée, donc on s'est dit, mais ce serait formidable de faire un Richard III en 10 minutes avec des objets, parce que j'aime beaucoup le théâtre d'objets. Toi qui as joué de très grands rôles, qui les joues si bien dans toutes les nuances, l'intelligence, les émotions, qu'est-ce que t'aimes encore et toujours dans les textes de Shakespeare? C'est infini. C'est comme un puits sans fond. C'est plein de tellement de choses et tu peux toujours le réadapter comme tous les classiques. J'aime beaucoup aussi le théâtre grec puis tous les classiques en général, mais Shakespeare, c'est un terrain de jeu formidable. C'est pas pour rien que tout le monde veut en faire des films, le remettre à la sauce moderne, veut en faire un spectacle, un opéra. C'est, comme disait notre professeur Marie Doré, Shakespeare, il aime les acteurs. Et ça paraît. Parce que tu lis les scènes et tu fais « Wow, je veux jouer ça. Je veux les voir, je veux les entendre, je veux les mettre en scène. » Donc, c'est un terrain de jeu infini. Et tout est dans Shakespeare. Tous les grands questionnements humains, la cruauté, l'amour. Donc, c'est une lecture encore tellement juste de l'âme humaine, mais comment on fait avec une poivrière, une salière, une cuillère à sauce pour traduire ces émotions si complexes? Qu'est-ce que t'aimes dans le théâtre d'objets? Ben moi, je suis un peu animiste dans la vie. Là. J'aime beaucoup les objets, les pierres, les arbres. Je pense qu'il y a une âme dans tout. Alors, un objet, évidemment, c'est très porteur d'humanité parce que ça a été fabriqué par un homme ou une femme et ça a été utilisé par des humains. Donc, avec un objet, tu vois toute l'histoire, tu vois l'usage, mais aussi tu vois des scènes. Tu es capable d'entrevoir un personnage. Quand j'étais petite, déjà, je faisais ça. Je prenais des objets puis je me racontais des histoires. Alors, de prêter vie à un objet, pour moi, c'est... Ben, ça a quelque chose du sacré aussi, parce que le théâtre est un lieu sacré. Alors, tout à coup, d'insuffler ton âme dans un objet qui en a déjà une de toute façon, je trouve que ça décuple la portée du texte. Parce qu'il y a un commentaire aussi. Le fait de choisir tel objet pour représenter tel personnage, ça devient un peu une caricature. Donc, tu ajoutes un commentaire sur le personnage. Moi, je pense que mon personnage, il est comme ci, il est comme ça, parce que je le représente par tel objet. Puis moi, quand je joue avec la marionnette, je trouve ça extraordinaire de réussir à susciter des émotions au spectateur avec un bout de chiffon puis un bout de carton. Parce que tu lui prêtes vie, tu lui donnes la parole. Et moi, je viens émue là, quand je manipule. Puis je pense que le public aussi, il participe. Parce que le public est obligé d'écrire un peu l'histoire en même temps. Hein, parce qu'il devient beaucoup plus actif. Il est obligé de faire, OK,
une coupe puis 2 fourchettes, c'est tel personnage. OK, une saucière avec une cuillère à louche, c'est tel personnage. Donc, il est obligé de s'impliquer davantage. Elisabeth, Shakespeare, on le montre aujourd'hui, mais pourquoi? C'est quoi la grosse affaire avec Shakespeare? Écoute, Shakespeare, l'auteur dramatique, le poète le plus analysé, le plus commenté et le plus contesté depuis la nuit des temps. Shakespeare est d'une richesse et d'une densité telle que encore aujourd'hui, on trouve des clés de compréhension qu'on n'avait pas vues, donc qui se renouvellent constamment. Puis pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout Shakespeare, pourquoi c'est le fun de s'y intéresser, de le lire, de le voir, de l'analyser, mais de s'y intéresser? Oui, s'y intéresser, bien, tout simplement parce que à son époque, bon, faut dire que Shakespeare est né en 1564, il est mort en 1616. Ça fait quand même longtemps, ça fait plus de 400 ans qu'il a écrit. Et à son époque, il s'est distingué de ses contemporains par son regard très, très acéré sur sa société. Il a mis de l'avant un concept qu'on connaît encore aujourd'hui qui s'appelle le Theatrum Mundi. Hein? C'est-à-dire, oui, c'est excitant, hein, c'est un terme qui est très, qui sonne très bien, mais en fait, qui renvoie à l'idée que le théâtre, en fait, est en écho avec le monde, qui est lui-même un théâtre. Donc, sa posture, c'est que le monde est un théâtre, les comédiens, c'est les gens qui l'habitent, et tout ça grouille, tout ça échange et tout ça vit. Donc, son Theatrum Mundi, c'est le théâtre du monde. Il va donc aller puiser dans le monde contemporain, dans son monde à lui, les sujets de ses pièces. Donc, on parle d'amour, d'amitié, de soif de pouvoir, mais aussi de l'âme humaine. J'ai l'impression que c'est un psychologue, un anthropologue, un voyeur. J'ai l'impression qu'il y a plein d'affaires dans l'œuvre de Shakespeare. Et c'est pour ça qu'on le montre encore aujourd'hui. Oui, c'est très riche, l'œuvre de Shakespeare. Lui-même s'est adonné à toutes sortes de formes théâtrales. C'est-à-dire qu'il nous a donné des drames, il nous a donné des tragédies, il nous a donné des comédies et d'une égale force. C'est-à-dire que ces comédies étaient vraiment très légères et très spirituelles. Ces drames étaient, ma foi, bien déployés et ces tragédies étaient sanglantes. On ne compte pas le nombre de personnages, de traîtres et le nombre de meurtres. Ben oui, on va s'y intéresser parce que là, on monte un extrait de Richard III. Richard III, c'est quand même inspiré de quelqu'un qui existait vraiment. Ah oui, le roi Richard. Alors, le roi Richard, celui qui est devenu Richard III, était Richard de Gloucester, de la famille d'York, une famille de descendance royale. Et ce personnage de Richard était 4e de sa lignée. Il avait 3 frères aînés. Donc, il y avait... Il y avait du monde dans le chemin pour devenir roi. Tout à fait. Et ses frères, au moins 2 de ses frères avaient des enfants aussi. Donc, pour lui... aspirer à la couronne était quelque chose d'assez inatteignable. Alors, il s'est organisé pour l'atteindre. Et sur son chemin, tous ceux qui se plaçaient là perdaient leur liberté, perdaient leur raison et perdaient parfois même leur tête. Donc, il a fait assassiner ses frères, il a fait assassiner ses neveux, enfermer ses neveux, il a fait assassiner son épouse et a fini par atteindre la couronne. Donc, il est devenu roi d'Angleterre. C'est à mon tour de prendre ma place. C'est à mon tour d'essayer de me rendre au top. Je fais ce qu'il faut, comme tout le monde. Dans le ring, dans la vie, tu bouges pas, l'autre prend ses mesures, puis tu te ramasses sur le tapis, puis on te sort en stretcher, puis on n'entend plus parler de toi. Je fais mon move, c'est tout. Catherine Ève, on parle de la soif de pouvoir et ça t'a donné le goût de nous parler d'un essai. Oui, un essai. J'aurais pu te proposer des documentaires de Donald Trump parce que c'est difficile de lire Richard III sans penser à cet homme-là aujourd'hui. Mais j'ai plutôt décidé de te présenter le travail d'un auteur vraiment important quand il est question de Shakespeare. C'est Stephen Greenblatt. C'est un prof de littérature américain qui enseigne à Harvard. Mais il s'intéresse donc à cette œuvre-là depuis toujours. C'est un vrai passionné puis il veut transmettre son amour au grand public. Donc, ses essais sont super vulgarisés. Ici, il s'intéresse aux tyrans.
En 2016, là, un mois avant les élections américaines, il a publié dans le New York Times un texte d'opinion. Tout son livre était là déjà, Les élections expliquées par Shakespeare. Et donc, 3 ans plus tard, il a sorti son essai, il a finalement exploré ce thème-là. Il nous présente tous les tyrans dans cette œuvre-là, dont Richard III, mais il y a Jules César, il y a Macbeth, il y en a bien d'autres. Et il nous explique les mécanismes qui mènent aux ascensions de ces sociopathes-là, parce que c'est la grande question, pourquoi ces gens-là arrivent à la tête de nos hiérarchies? Puis il l'exprime vraiment bien, sans jamais nommer personne, là. Il n'est pas question d'actualité, là. C'est vraiment toujours à travers le texte de Shakespeare. Et puis j'avais envie de te lire un extrait d'un chapitre qui s'appelle « Toute ressemblance ». 3 petits points. Et tu me diras si ça te fait penser à quelqu'un. « Estime de soi illimitée, irrespect des lois, plaisir d'infliger la souffrance, désir compulsif de dominer. Le roi Richard est atteint de narcissisme pathologique, d'extrême arrogance. Il croit que tout lui est dû à un point effrayant. Pour lui, le monde se divise en gagnants et en perdants. » Donc c'est ça, hein, ça nous rappelle tous les leaders autoritaires d'aujourd'hui. Il y en a tellement. Il faut tout de même un peu réfléchir à ces questions-là parce qu'il y a le Brésil, il y a la Hongrie, il y a la Corée du Nord, la Russie. Il y a quelque chose actuellement, donc c'est important, je pense, d'y réfléchir. Et d'autant plus à travers les œuvres de Shakespeare qui sont toujours pile poil. D'ailleurs, on se demande si Shakespeare vit pas aujourd'hui, tellement c'est juste comme observation. Le pouvoir suprême est tentant, certes, mais, sachez-le bien, il est tentant seulement pour les personnes qui, ne pouvant se mettre au-dessus des autres par elles-mêmes, se font mettre au-dessus d'elles-mêmes par les autres. Catherine F., tu veux attirer notre attention sur le travail d'une artiste qui s'appelle Caroline Monet. Oui, parce qu'on s'intéresse à la soif de pouvoir, mais il y a la soif destructrice, mais il y a aussi cette soif-là qui peut être positive, qu'on voit sur la scène des arts autochtones ces jours-ci, avec une sorte de place qu'ils sont en train de prendre. Et Caroline Monet fait clairement partie des Joséphine Bacon, des Naomi Fontaine, des Élie Sapi, là, qui sont en train de faire exploser leur art. Et tu nous suggères Creatura Dada. C'est un petit film qu'elle a fait, un grand petit film. Bien, c'est tout court, t'as raison, là. C'est une carte blanche, le FNC, le Festival de Nouveau Cinéma à Montréal, lui avait donné carte blanche, parce qu'elle s'est dit, c'est un petit peu vertigineux d'avoir carte blanche. Donc, elle s'est imposée un thème, Dada, et qui est un mouvement là, très important, une révolution dans le mouvement d'histoire de l'art après la Première Guerre mondiale. Elle s'est dit, c'est notre révolution ces jours-ci, comment je peux mettre ça en scène? Elle a donc placé 6 femmes autochtones puissantes, les Alanis Obonsawin, Nadia Mir, sa sœur Émilie Monette, des artistes importantes, autour d'une table. Elles partagent un souper. C'est opulent. Elles sont habillées avec des vêtements un peu monarchiques ou en tout cas de la noblesse. Et elles regardent l'objectif souvent. C'est comme une sorte de tableau vivant qui nous dit, on est là, on existe, on prend notre place. C'est une reconquête de ce qu'on est, nos territoires physiques, mais intimes aussi. C'est très, très beau. Puis elle est aussi bien d'autres choses. Elle est designer. Oui, tu portes du Caroline Monet. Oui, c'est une artiste multidisciplinaire. Elle fait plein de choses. Donc, elle avait fait signer une collection pour Simons, ici à Québec, mais elle fait un travail en art visuel super important. Donc, moi, j'avais envie de souligner ça, cette soif de pouvoir des artistes autochtones, mais une soif positive. Je l'ai croisée, puis elle me disait, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre notre révolution tranquille là, actuellement. Puis je pense que c'est vrai. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui se passe ces jours-ci. Puis si on veut écouter Creatura Dada, c'est facile? C'est super facile. Il suffit de googler ça, puis tomber sur ce petit film expérimental. Puis elle a fait plein d'autres films parce qu'elle vient du cinéma à la base. Donc, il y a une prise de position très forte depuis longtemps en cinéma, entre autres, chez elle. Dès ta naissance, tu manges la marde. Tu t'en vas dans le vaste monde, tu manges encore plus de marde. Tu grimpes un peu plus haut, tu manges moins de marde. Jusqu'au jour où tu te ramasses tellement haut dans l'atmosphère que tu te souviens même plus de quoi ça a l'air, de la marde.
bienvenue dans le gâteau à étages. Dans les personnages de méchants, là, toutes étoiles confondues, là, si on avait à donner les 3 étoiles du match de toutes les histoires de fiction, Richard III se retrouverait probablement dans le top 3, non? Oui, parce que, écoute, Richard III, il n'y avait rien à son épreuve, hein? Il était fondamentalement méchant, manipulateur, vicieux. Et c'est très particulier parce que dans le texte de Shakespeare, bon, on sait, je fais une petite parenthèse là, on sait que les textes de théâtre sont composés de 2 types de discours. Les didascalies, qui sont les indications scéniques, et les paroles des personnages. La plupart du temps, au théâtre, les paroles des personnages, c'est des dialogues. On fait dialoguer les personnages entre eux. Mais il existe aussi au théâtre des monologues. Puis parmi la catégorie des monologues, il y a ce qu'on appelle le soliloque. Oui. Shakespeare a donné des soliloques importants à Richard III. Il l'a laissé parler seul et dévoiler à travers ces soliloques les fractures de son âme. Et dans les interprétations de Richard III, parce qu'il en existe beaucoup, je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand il arrive à nous charmer. Parce que je pense que malgré sa laideur, il y a quand même un charisme qui, on peut comprendre, par exemple, Anne, de se laisser séduire dans certaines versions parce qu'il entortille tout ça dans la psychologie humaine. Puis tout à coup, tu fais « Ah, je me suis fait avoir, je me suis fait charmer. » Tout à fait. Donc, c'est pas tout noir non plus. C'est très noir, mais... qu'en fait, il va utiliser tous les mécanismes de rhétorique à sa disposition pour convaincre, pour faire valoir tout l'intérêt que l'autre a à se joindre à lui. Richard, c'était un stratège. Donc, c'est un homme politique. Du charme et de la politique, les deux. Tout ça est un calcul politique, parce qu'il y a une seule visée dans la vie de Richard, c'est avoir la couronne, et un seul maître de Richard, Richard lui-même. Tu travailles avec la Tralée. Qu'est-ce qui te fascine? Qu'est-ce qui te charme? Parce que c'est une gang qui est désinvolte, très intelligente, mais complètement libre aussi. Qu'est-ce qui te séduit? Parce que j'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses en commun dans la joie, mais aussi la précision, puis aussi, c'est ça, toute cette grande liberté. Oui, c'est merveilleux d'être avec la Tralée. C'est comme des enfants. Ils sont fous. Ils sont malcommodes. C'est terrible. Puis là, j'ai de la misère. Je dis, OK, s'il vous plaît, là, faudrait se taire, faudrait se concentrer. Puis là, on place des affaires. Puis là, je me dis, oh, c'est tout croche, ça n'a pas de bon sens. Et le lendemain, je dis, bon, on enchaîne. Et là, ils sont impeccable. Super. Oui. Donc, dans cette désinvolture-là et ce foisonnement d'énergie, je sais pas, il y a toute la concentration qui est là, l'intelligence, le plaisir, puis ils sont extrêmement inventifs. Alors, c'est vraiment le fun. L'Angleterre célèbre le couronnement d'Édouard IV d'York et la fin de la guerre des 2 roses. On l'a appelé ainsi en référence aux roses blanches et rouges, emblèmes des familles d'York et de Lancastre. Édouard IV a arraché la couronne à Henri VI après l'avoir enfermé dans la tour de Londres. Ne voilà-t-il pas les 2 frères d'Édouard, Georges et Richard le Bossu, qui voudraient également coiffer la couronne? Je suis le comte de Richmond, unique héritier de la maison des Lancastre. Je vis en exil en France et j'entends bien reprendre aussi la couronne. Maintenant que la table est mise, l'histoire peut commencer. Enfin,
Voici l'hiver de notre déplaisir, changé en glorieux été par notre bon roi Édouard, ce soleil d'York. La guerre au visage hideux ne monte plus désormais des coursiers caparaçonnés, mais elle chevauche une catin sur les accords lascifs d'un luth. Mais moi, je ne suis pas formé pour ces jeux folâtres. Moi, je suis difforme, inachevé, tout au plus à moitié fini. Si boiteux et si laid que les chiens aboient sur mon passage. Ainsi, puisque je ne peux être l'amant, je suis le scélérat. Par des calomnies, j'ai créé une haine mortelle entre mon frère Georges et le roi Édouard. Aujourd'hui même, Georges sera coffré à la tour. Plongé dans mon âme sombre pensée, le voici qui vient. Avancez, duc de Clarence. Richard! Richard! Sa Majesté a ordonné qu'on m'amène à la tour. Il prétend qu'une sorcière lui a dit que toute sa progéniture sera anéantie par un jet. Et parce que mon nom est Georges, il en conclut que ce sera par moi. Nous ne sommes pas en sûreté, Georges. Allez, votre emprisonnement ne sera pas long. Allez, avancez, duc de Clarence. Simple et naïf, Georges, je t'aime tant que je veux envoyer au plus vite ton âme au ciel. Cela fait que Dieu prenne le roi Édouard et me laisse le monde pour m'ébattre à mon aise. Alors, j'épouserai Anne, ma cousine. Mais cessons de mettre la charrue devant les bœufs. Anne, chère cousine. Abject démon, tu n'es fait que pour l'enfer. Il y a un autre lieu qui me conviendrait. Un sombre donjon. Votre chambre à coucher. Pourquoi craches-tu sur moi? Je voudrais que ce fût un poison mortel. Alors? Dites-moi de me tuer moi-même. Je le ferai. Allons. Rengainez votre épée. D'abord, dites-moi que la paix est faite. Veuillez porter cet anneau. Prendre n'est pas donner. A-t-on jamais gagné une femme de cette façon? Mais voici venir mes deux bourreaux. Vous allez aujourd'hui achever notre affaire? Oui, milord. La vie de Georges tire à sa fin. Et de un. Nous, Édouard IV, roi d'Angleterre, nous avons accordé notre pardon à notre frère Georges. Oh, ma reine! Mon roi. J'ai placé en sûreté nos deux jeunes fils, Richard et Édouard, qui me succédera bientôt. Salut à mon roi souverain. Oh, Richard, mon bien-aimé frère! Nous avons annulé l'exécution de Georges. Mais qui ne sait que notre frère est mort? Et qui donc c'est qu'il est?
Georges est mort. Oh, c'en est fait. La justice divine s'abattra sur moi. Et sur vous. Non. Oh non. Oh non. Oh non. Mon mari, mon cher Seigneur Édouard est mort. Je verse d'abondantes larmes pour noyer le monde. Et de deux. Ah, cousin de Buckingham. Mon autre moi-même. Monseigneur, une délégation a ramené les fils du roi Édouard dans notre capitale. Voici les tendres princes. Bienvenue à Londres. Bienvenue, mes chers cousins. Dites, oncle Richard, où ferons nos séjours jusqu'à notre couronnement? Votre Altesse ira se reposer à la tour. Je n'aime pas du tout la tour. Je n'y dormirai pas tranquille. On dit que c'est là que mon oncle Georges fut assassiné. Je ne crains pas les oncles morts. Ni vivant, j'espère. S'ils vivent, j'espère que je n'aurai pas à les craindre. Si jeune et si sage, dit-on, ne vit jamais longtemps. Maintenant, rendons-nous à la salle du conseil. Là, tu prêcheras en ma faveur. Éminents membres du conseil. Les petits princes sont des bâtards. Silence! Leur père vivait dans la luxure. Silence! Seul Richard peut nous gouverner. Oui, que Richard nous gouverne. Oui. Puisque vous voulez me boucler la royauté sur le dos, je dois avoir la patience d'en endurer la charge. Dieu bénisse votre grâce! Longue vie à Richard, roi d'Angleterre! Vive le roi! Dieu bénisse Richard! À la tour, traître! On m'a rapporté que la cérémonie du couronnement de Richard III avait été grandement perturbée par de violentes manifestations. L'urgence de la situation m'interdit de rester en France à regarder silencieusement ma patrie être déshonorée par ce tyran. Cousin de Buckingham. Mon gracieux souverain. Le jeune Édouard, le prince de Galles, vit. Et son frère aussi. Imagine maintenant ce que je voudrais dire. Je souhaite les bâtards morts. Et je voudrais que cela fût exécuté tout de suite. Mon bon seigneur, Je vais devoir m'associer à des insensibles. À des voyous sans cœur. Pars, Buckingham, pendant que tu es encore vivant. J'ai passé une misérable nuit. Et de 5. Ah, Catsby, mon précieux aide de camp.
Mauvaise nouvelle, monseigneur. Buckingham est passé du côté de Richmond et a levé une armée. Buckingham ne me fait pas peur. Et Richmond dirige une armée d'opérettes. Monseigneur, Richmond a atteint nos côtes. Il est en Angleterre pour y réclamer la couronne. Le trône est-il vacant? Que fait ce Richmond dans mon île? Rassemblons les troupes. Marchons pour écraser ces rebelles. Gatsby, que l'on plante notre tente ici même, dans la plaine de Bosworth. Oui, monseigneur. Maintenant, tâchons de nous reposer quelques heures. Demain dans la bataille, pense à moi, pauvre Georges. Et à moi, pauvre Édouard. Et à nous, tes neveux. Et à moi, ta misérable épouse, Anne. Demain, que ton épée retombe. Désespère et meurt. Qu'on me donne un autre cheval. Oh, du calme, ce n'était qu'un rêve. Oh, lâche conscience, comme tu me tourmentes. Est-ce qu'il y a un assassin ici? Oui. Toi! Moi! Alors fuyons! Quoi? Me fuir moi-même? Oh, ma conscience a 1000 langues différentes, et chaque langue me condamne comme scélérat. C'est à désespérer. Monseigneur, l'ennemi s'avance dans la plaine. Au combat. Au combat, gentilshommes d'Angleterre! Et prenez vos fiers chevaux et chargez dans le sang! Un cheval! Un cheval! Mon royaume pour un cheval! Le chien sanglant est mort! J'ai paré ma tête de la couronne royale trop longtemps usurpée par ce scélérat sanguinaire. Et comme nous en avons fait le serment, nous unirons la rose blanche et la rose rouge à nouveau. Je deviendrai Henri VII, le premier souverain de la lignée des Tudors. Et cette nouvelle famille apportera paix et prospérité dans toute l'Angleterre. J'appellerai mon fils Henri. Et le règne d'Henri VIII sera pacifique.